Lorsque les terribles mots socialisme ou encore communisme se font entendre en France, et ailleurs dans la plupart des pays impérialistes, une névrose bien particulière semble s'emparer des esprits. Aussitôt sont invoqués les spectres d'un passé déformé à travers les accusations éculées et usées: communisme et nazisme, deux faces d'une même pièce, l'URSS c'est la pauvreté et la dictature, Staline envoyait ses opposants dans des camps de concentration, etc. La liste est longue, mais bien souvent, le récit se cantonne aux famines soi-disant engendrées par la collectivisation de l'agriculture ou à la figure fantasmagorique du goulag. Symbole d'un totalitarisme rouge, preuve que toute tentative de dépasser le capitalisme ne mènerait qu'à la souffrance et à la dictature, le goulag est le grand pinacle des attaques contre le marxisme et son histoire, le jumelant au fascisme et érigeant par opposition l'ordre actuel des choses comme un garant de la liberté. L'origine de cette instrumentalisation de faits historiques et de l'invention de cauchemars mensongers est lointaine, mais parmi ceux responsables de sa propagation à travers le monde et de son élévation en tant que vérité absolue, deux figures se démarquent particulièrement. Alexandre Solzhenitsyn et son livre L'archipel du Goulag, sorti en 1973, et avant lui, Nikita Khrouchtchev et son fameux rapport secret dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans nos précédents documentaires. À cette époque, la sortie du dit roman, associée à la déstalinisation de l'URSS et au triomphe temporaire du révisionnisme anti-marxiste dans de nombreux pays, avait causé énormément de dommages au mouvement communiste en Occident, sonnant le début d'une nouvelle charge idéologique de la bourgeoisie contre le marxisme et son application concrète en Union soviétique, autant de la part des anticommunistes déclarés à l'Ouest que des révisionnistes à l'Est. Cette offensive a si bien fonctionné qu'aujourd'hui, si on ose porter un regard critique sur l'historiographie officielle de l'URSS, le rappel à l'ordre est immédiat, et on ne tarde pas à dresser tout un portrait terrifiant du système concentrationnaire soviétique, voire même de se faire accuser de négationnisme, quand bien même nous serions prêts à reconnaître des torts graves au goulag et au gouvernement soviétique en général. Cette question provoque de telles obsessions qu'on la retrouve récurrente même dans les rangs des socialistes et communistes actuels. Combien de fois avons-nous entendu les mêmes accusations de stalinisme dystopique de la part de personnes pourtant de bonne volonté? Combien de jeunes communistes se sont amusés à retourner l'image horrifique du goulag pour en faire des plaisanteries peu réfléchies? Combien d'entre vous regardez ce documentaire plus par curiosité morbide ou par recherche partisane d'arguments à rétorquer aux individus réfractaires à l'idée du marxisme, alors qu'il serait mieux de chercher à avoir une approche plus analytique, critique, non seulement de la propagande anticommuniste, mais aussi de son opposé, la tendance à renier toute faute de peur de perdre du terrain. C'est ce que nous souhaitons ici vous présenter. Un aperçu de la vérité sur les goulags en Union soviétique, en particulier lors de la période socialiste, qui s'étend de la Révolution jusqu'à la restauration capitaliste initiée par Khrouchtchev à la fin des années 50. Une vérité qui ne sera ni noire, ni blanche, simplement historique, de ses origines et les raisons derrière celles-ci, passant par les conditions de vie des prisonniers jusqu'à la conclusion que nous devons en tirer. Nous profiterons aussi de cette occasion pour vous présenter un portrait critique de la logique derrière le système carcéral capitaliste et l'approche marxiste de la grande question des prisons. Mais avant cela, bien conscient de l'emprise idéologique de l'historiographie bourgeoise, et bien particulièrement en France où ce dogme a été érigé en vérité indiscutable, nous trouvons intéressant de mettre ces certitudes en perspective avec ce qui se raconte en Russie, où, là-bas, l'opinion, bien que toujours anticommuniste, est moins grossière et où les historiens ont plus facilement accès aux sources premières. Pour ce faire, nous vous présentons une interview réalisée par nos soins d'une immigrée russe qui vit en France depuis 4 ans. Cette personne maîtrise correctement la langue française. Cependant, pour une question de facilité, et pour ne rien omettre non plus, la personne a souhaité répondre sur papier aux questions que nous souhaitions lui poser. Cette personne a répondu en russe à nos questions, et nous avons ensuite traduit, en commun avec celle-ci, ses réponses. Je m'appelle Irina Jarinova,
j'ai 29 ans, je suis née dans la République du Bashkortostan en Russie. Je travaille dans l'informatique et je vis depuis 4 ans en France. La famille du côté de mon père, côté grand-père, vient de la province de Lviv en Ukraine. C'était une famille de riches propriétaires terriens du temps des tsars, avec des origines nobles. Ils avaient leurs serfs et les faisaient travailler beaucoup. Leur principale activité était la culture des céréales et la vente. Après la révolution, entre 1920 et 1935, ils ont perdu tous leurs avantages de nobles. Et leur statut s'est transformé en kulak. Une partie de la famille a été envoyée au goulag parce qu'elle refusait de perdre ses avantages. Elle a participé à l'organisation de la famine en Ukraine de 1932 et 1933 en cachant son blé, et elle en avait beaucoup, alors que les gens avaient faim. L'autre partie de la famille est restée dans la province de Lviv parce qu'elle ne faisait pas ça. Je veux aussi signaler que le père de mon grand-père n'avait pas le droit de combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que le gouvernement pensait qu'il serait passé du côté des nazis. À 16 ans, mon grand-père est devenu orphelin et il est parti en Russie, mais ses sœurs sont restées à Lviv, en Ukraine. La famille du côté de mon père, côté grand-mère, vient de la République de Tatarstan, en Russie. C'était une famille de commerçants. Ils n'ont jamais été envoyés au goulag. Ils n'ont jamais subi des répressions. Je n'ai pas plus d'informations sur eux. La famille du côté de ma mère, côté grand-père, vient de la République du Bashkortostan en Russie. Pendant la période de tsar, ils étaient serfs et ils avaient une vie très difficile. C'était insupportable. Après leur révolution, dans la période stalinienne, ils ont rejoint le Caucase. Leurs conditions de vie ont totalement changé. Ils ont reçu un accès gratuit à l'éducation. Les soins étaient gratuits. Ils avaient assez des endroits culturels, comme les bibliothèques, les musées, les théâtres, etc. Presque tous les hommes de la famille sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père est devenu ingénieur dans l'industrie pétrolière. Il a reçu un appartement gratuit de l'État et il est resté dedans jusqu'à sa mort. La famille du côté de ma mère, côté grand-mère, vient aussi de la République du Bashkortostan en Russie. Ils étaient de kulak. Les oncles de ma grand-mère ont été envoyés au goulag, mais ils ne sont pas restés longtemps. Et ils sont revenus là-bas pour travailler dans la sphère juridique à Moscou. La famille de ma arrière-grand-mère refusait de donner une éducation à leur fille parce qu'ils voulaient qu'elle se marie avec un riche. Mais son arrière-grand-mère s'est mariée avec un caucasien et elle a reçu l'éducation pour devenir infirmière. C'était à l'époque de Staline. Toutes les filles de mon arrière-grand-mère ont reçu une éducation médicale. Par exemple, ma grand-mère est devenue pédiatre. Toutes les familles ont reçu un logement gratuit par l'État. Ils n'ont jamais eu de problème pour vivre bien. C'était un sentiment bizarre. Au début, je pensais que ces deux commentaires étaient humoristiques et je n'ai pas compris que c'était sérieux, qu'ils prétendaient que c'était réel et que c'était la vérité. Je me rappelle avoir vu un documentaire qui disait que même les chats à l'époque de Staline sont morts à cause des manques de nourriture. Ça m'a beaucoup choqué parce qu'ils ont osé falsifier l'histoire et c'était trop vulgaire. Plus tard,
En parlant avec mon ami historien, qui est français, j'ai compris que ces mensonges sont transmis dans l'éducation française. Par exemple, c'est inutile d'écrire quoi que ce soit dans les commentaires des vidéos de Daniel de Russe, parce que les gens le croient juste parce qu'il est russe et qu'il a une grande chaîne YouTube. C'est la même chose dans les commentaires que j'ai vus à la télé ou sur Internet. Les choses qu'on attend tout le temps sur Staline, comme le tyran, le dictateur, les horreurs, etc. C'est de la propagande vulgaire et ça montre qu'un gros travail a été fait pour que les gens pensent que c'est vrai et qu'il n'y ait aucun doute sur ces sujets. Je trouve que c'est pas juste, car c'est pas vrai. Dans mon entourage, il y a des gens, mes collègues de travail par exemple, qui disent tout de suite que c'était l'horreur, le terror, qu'ils ne me laissent même pas parler, car ils sont sûrs d'avoir raison à cause de la propagande anticommuniste. Ils sont dogmatiques et c'est dommage qu'on ne puisse pas parler de ça calmement. Les opinions sont divisées dans le pays. Une partie de la population parle des horreurs du régime communiste sur Lénine et Staline. Et l'autre partie de la population contredit cela et défend cette époque. Quand j'étais à l'école, en cours d'histoire, nous pouvions encore donner librement notre point de vue. On pouvait discuter et il n'y avait pas encore de censure sur cette époque, comme c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, à l'école, les enfants apprennent qu'il y a eu des morts, des millions de morts, de goulag, dans l'Union soviétique, et c'était une erreur, etc. C'est soutenu autant par le gouvernement de Poutine que par ceux des opposants. Oui, ils sont activement utilisés depuis que j'ai terminé mes études en 2009. Heureusement, notre professeur nous a donné 2 livres d'histoire différents, un de l'époque soviétique et un moderne. C'est pour ça que nous avons analysé et comparé les 2 versions, des faits qu'ils présentent et nous avons discuté de ça. Maintenant, à l'école, sur les chaînes fédérales, sur YouTube, les réseaux sociaux, ils utilisent activement la propagande anticommuniste. Il y a beaucoup de manipulations avec les faits historiques. Par exemple, sur une chaîne fédérale russe, elle s'appelle le Premier Canal, c'est comme France 2 ici. Ils ont diffusé une série qui s'appelle Zuleyka ouvre les yeux, qui parle des Koulaks au Tatarstan et de leur exil au Goulag. Mais au lieu de supporter cette série, il y a un scandale dans le pays pour la falsification des données historiques. Les historiens ont déclaré que le roman sur lequel s'est basée cette série est effectif. Il n'a pas de rapport avec le fait historique réel. Les gens en Russie ne connaissent pas bien cette époque, mais ils se rendent compte que la propagande est vulgaire. La manipulation des données et des faits historiques est plus difficile à faire en Russie qu'en France. Parce qu'il y aura des réactions historiens qui prouveront que c'est des mensonges. Je connais seulement Solzhenitsyn quand on l'a étudié à l'école. Les 4 professeurs différents que j'ai eus de littérature m'ont dit que le livre de Solzhenitsyn n'avait pas de valeur historique, que c'était juste de fiction littéraire. C'était des romans. Je connais 2 historiens qui travaillent à la réhabilitation du communisme, Andrei Rudoy et Klim Zhukov. Il y a un autre, mais je ne connais pas. Ce qu'ils disent dans leurs vidéos est très souvent faux.
Ce n'est pas surtout objectif, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je pense qu'ils ont la chance qu'il n'y a pas d'historien sérieux qui leur répondent, expliquent la vérité. Je crois qu'un jour, peu importe le pays, la vérité historique triomphera et pas les propagandes intéressées qui en donnent de force aux gens. Pour commencer, nous devons nous intéresser au contexte dans lequel est né le goulag, sans quoi notre réflexion ne saurait être complète. Nous nous intéresserons premièrement à l'origine de ces fameux camps de la mort communiste par ses ancêtres. L'utilisation de camps n'était pas une chose nouvelle dans l'histoire russe, notamment dans les dernières années précédant la révolution de février et bolchevique ensuite, où le pays était caractérisé par un pouvoir réactionnaire extrêmement répressif, se sentant mourir et menacé par la moindre remise en question. Avant même la création du goulag tel qu'on le connaît aujourd'hui, existait la katorga, traduisible en bagne. La katorga se caractérisait par l'envoi de criminels dans les zones les plus reculées de l'Empire, zones hostiles, très peu peuplées et très peu développées économiquement, comme la Sibérie et le reste de l'Extrême-Orient. L'essentiel de cette politique pénitentiaire tournait autour de l'isolement total du reste de la société russe et du travail forcé. En somme, un exil sans retour et de l'esclavage. Les châtiments corporels étaient fréquemment utilisés, on y retrouvait notamment l'usage du fouet, et certains détenus pouvaient recevoir une centaine de coups. En comparaison, peu de différences sont à noter entre les katorgas russes et l'imagerie populaire du goulag dans la propagande anticommuniste, ou encore avec nos propres bagnes français, qui existèrent jusqu'en 1953, bien que bien moins souvent cités, voire même oubliés lorsqu'il est question de système carcéral brutal. On trouvait par exemple dans ces derniers de nombreux opposants tels que Dreyfus, ou encore les indépendantistes indo-chinois et algériens, et bien évidemment les communards. Difficile aussi de ne pas parler du système de doublage, esclavage à peine déguisé, qui obligeait les prisonniers à effectuer le double de leur peine, plus de main-d'œuvre gratuite pour la France. Mais revenons-en aux katorgas. La désorganisation du système, malgré les nombreuses tentatives de réforme qui se sont vite retrouvées paralysées face aux limites d'une machine d'État bureaucratique, désorganisée et décentralisée, ont conduit à un maintien des conditions de vie déplorables des détenus. Le bagne tsariste était le reflet d'un régime en faillite et contesté. Dès 1847, une motion impériale incitait à l'envoi aux katorgas d'insurgés contre l'ordre féodal. Beaucoup de Polonais sont par exemple envoyés en Sibérie à la suite de soulèvements anti-féodaux. Tant et si bien qu'aujourd'hui subsiste une communauté polonaise sur les emplacements des anciennes katorgas sibériennes. On y retrouvait de plus des prisonniers politiques, dont de futures figures importantes du système soviétique, tels que Félix Dzerzhinsky, communiste polonais et futur dirigeant de la Tchéka, la police politique pendant la guerre civile russe et ancêtre du NKVD, puis du KGB. Après la révolution avortée de 1905, les katorgas ont officiellement adopté un motif politique, et d'autres figures contestataires et révolutionnaires y furent envoyées, comme ce fut le cas d'un certain Yossif Djougashvili, libéré en 1917. Outre les profils politiques, les katorgas servaient aussi aux propriétaires terriens, qui pouvaient envoyer les paysans qu'ils jugeaient indésirables de leurs terres, ajoutant donc à la question de la survie pour ces derniers la question de la liberté, finissant de les rendre non seulement vulnérables, mais bien souvent incapables de se défendre face à l'exploitation, les abus et les ignominies des dits koulaks. Les katorgas, pour certains, étaient aussi des sources de profit importants pour l'État russe et le tsar lui-même. C'était le cas de la mine de Nierchnysk, mine d'argent en Transbaïkalie, dans laquelle les conditions étaient particulièrement archaïques, même comparées au reste des camps du pays. Et c'est dans celle-ci que la répression des prisonniers était la plus dure. Dans le reste des katorgas, même les châtiments corporels étaient à deux vitesses.
Les détenus de bonnes conditions étaient en général mieux traités que les autres, car plus aptes au travail, creusant un écart social dans les camps. Le manque d'industrialisation était aussi un problème, et en particulier pour les Katorgas, dans la partie occidentale du pays, majoritairement agricole, ne permettant donc pas d'amélioration matérielle et de diversification de la production. En clair, l'organisation de ces camps découlait logiquement de l'incapacité du régime et le refus de beaucoup en son sein d'assurer les structures nécessaires au développement de conditions dignes pour les prisonniers et de donner un véritable sens de rééducation à ces camps. Le but parfois avoué était de tuer par le travail. Certaines idées des réformateurs seront cependant reprises par les soviétiques, comme on le verra dans un autre point, dans de nouvelles conditions permettant leur application plus large. Le système des Katorgas s'éteindra en même temps que le système tsariste pendant la Grande Révolution d'Octobre. En même temps que les perspectives d'une nouvelle société plus juste et harmonieuse, se dressaient les perspectives d'une réforme en profondeur du système carcéral. Au début de la Révolution, et a fortiori de la guerre civile, la question des prisons se posait sérieusement. En plein lancement de la guerre révolutionnaire, accompagnée d'un effondrement économique sans précédent, les premières prisons eurent un objectif économique. Il s'agit d'aider au rendement du jeune gouvernement révolutionnaire, tout en mettant les éléments contre-révolutionnaires hors d'état de nuire, sans avoir à mettre fin à leur vie. L'objectif des services secrets bolcheviques était de réprimer la contre-révolution, afin de permettre l'instauration et la consolidation du nouveau régime politique en gestation. Seulement, l'État révolutionnaire n'avait alors pas assez de moyens pour garantir le bon fonctionnement de ces prisons. En découla de multiples évasions, des difficultés pour nourrir les prisonniers, de même que pour s'assurer d'un équipement décent. Il s'agissait là d'une véritable épine dans le pied pour le fonctionnement sain de l'ordre et de la sécurité dans la jeune Union soviétique. En 1918, la question carcérale passait sous le contrôle direct du Conseil des commissariats du peuple, ou Sovnarkom, remplacement du gouvernement provisoire. Le travail forcé devint de plus en plus normalisé dans les prisons, afin de pallier aux difficultés économiques de la Révolution. En décembre 1919, on recense 21 camps de travail, puis on en recense 107 l'année suivante. Si le commissariat du peuple à la justice s'occupait d'une partie des camps, la GUPR, ou Administration centrale du travail forcé, liée au NKVD, s'en occupait également. Ces camps, même s'ils étaient effectivement des camps de travail, n'étaient pas encore des goulags à proprement parler. En revanche, on peut situer la création du premier prototype en 1923, avec les 2 camps des îles Solovki. Ces premiers camps sont ouverts sous la direction du GPU, la nouvelle organisation dite de police politique, succédant à la Tchéka. Ces camps se trouvaient aux abords de la mer Blanche, près de la Finlande. L'évasion était difficile, malgré la proximité de la frontière avec la Finlande, les conditions de vie l'étaient également. Le lancement concret du goulag tel qu'on le connaît se fait au lancement du large mouvement de collectivisation, marquant le passage au socialisme et la fin de la NEP, et accompagnant ainsi idéologiquement cette transition, se façonnant en conséquence. Le terme goulag en lui-même ne désignait pas un camp, mais une administration pénitentiaire. Goulag est un acronyme qui date de 1930, Glavnoye Upravlenie Lagerei, qui en russe signifie administration principale des camps. La condamnation au goulag était loin d'être la seule peine en œuvre en Union soviétique, bien au contraire. L'État soviétique comprenait dans son système carcéral aussi bien des prisons que des colonies de travail, ou encore la peine d'exil, beaucoup plus souple que les camps de travail. L'imagerie populaire ne conçoit pas cette diversité d'installations qui incluait même des villages surveillés, où les condamnés pouvaient aller et venir librement et se présenter simplement à leur travail, pour une durée déterminée par leur condamnation. Généralement, dans ces structures, après une infraction, l'accusé était placé en détention provisoire. Dans le même temps, une enquête se déroulait pour déterminer si l'accusé était coupable. S'il l'était, la peine pouvait aller de l'amende à la peine de mort dans de rares cas. Mais dans ce cas-là, qui était envoyé au goulag ?
L'envoi en camp de travail était fréquent en ce qui concerne les crimes de droit commun, notamment les crimes les plus graves, tels que le viol ou le meurtre. En ce qui concerne les prisonniers politiques, ceux-ci étaient loin de représenter la majorité des prisonniers. Quand on regarde les chiffres de John Archibald Getty, par exemple, on constate que le pourcentage de personnes accusées de crimes politiques restait en moyenne sous la barre des 30%, malgré des pics pendant et après la Seconde Guerre mondiale, où les prisonniers de guerre nazis, ainsi que les collaborateurs, grossissaient les rangs des prisonniers. Contre-intuitivement, le nombre de prisonniers envoyés au goulag en tant que contre-révolutionnaires était inférieur à 20% pendant la durée des grandes purges, et le taux de mortalité était bas. En 1940, s'ajoutent les accusés de délits mineurs, mais ceci restait peu de temps. Pour ce qui est de la durée des peines, on recense après la Seconde Guerre mondiale que 2,9% des détenus ont été condamnés à une peine de moins d'1 an, 8,8% à une peine entre 1 et 3 ans, 16,3% entre 3 et 5 ans, 53,9% entre 5 et 10 ans, 9,2% entre 10 et 15 ans, 4,1% entre 15 et 20 ans et 4,8% à plus de 20 ans. En revanche, des abus étaient possibles et ont bien eu lieu. On le constate notamment lors de la Jezovщина, où Jezov, dirigeant du NKVD pendant les grandes purges, se fit tristement connaître par son usage de la répression de manière expéditive, abusive et sur des personnes innocentes, accusées de manière bien libérale. L'administration goulag répondait à deux impératifs. Un impératif économique et un impératif idéologique. Les goulags ont eu un rôle économique non négligeable pendant la période de la construction du socialisme. La production était très variée selon les camps et dépendait du contexte géographique, en Extrême-Orient ou dans la partie occidentale du pays, constituant la majorité des camps. Dès 1930, ceux-ci sont mis à contribution dans les projets de grande ampleur. On retrouve par exemple le canal de la mer Blanche, où les camps des îles Solovki ont été mis à contribution. À l'intérieur des camps, les prisonniers devaient travailler. En revanche, ceux-ci n'étaient pas réduits en esclavage. Les condamnés au goulag se voyaient recevoir un salaire pendant leur passage au goulag, et celui-ci était proche de celui d'un ouvrier soviétique libre. De plus, des récompenses étaient attribuées en fonction des quotas de travail. Si un prisonnier travaillait au-dessus des quotas, le temps de sa peine était souvent revu à la baisse. Les prisonniers ayant des records de production exceptionnels ont été récompensés par une libération anticipée grâce à un système de jours de travail comptés. Ce système a été aboli en 1939, mais la libération anticipée pour réalisation professionnelle exemplaire restait possible, bien que plus exceptionnellement. Des canaux ont été creusés, des mines d'or ont été ouvertes, des lignes de chemin de fer ont été construites dans les régions les plus reculées du pays, du pétrole et du charbon ont été produits et du bois a été abattu en de larges quantités, assurant un rôle important dans la construction du pays. On peut aussi ajouter la construction de logements et de divers bâtiments, le travail en usine, etc. Dans le camp de Karlag, au Kazakhstan, 74 000 habitants, le quatrième plus grand de toute l'URSS, assurèrent la transformation de la steppe en une zone d'élevage et de culture. Cependant, le goulag n'est pas le cœur de la production soviétique, comme le clament les anticommunistes, affirmant que le progrès économique soviétique était basé sur l'esclavage dans les camps. Les camps servaient d'appui, et rares étaient les camps où on trouvait du personnel qualifié. Ce statut d'appui explique alors le nombre de camps à proximité des grandes villes, où beaucoup de main-d'œuvre était nécessaire. L'autre rôle du goulag, plus idéologique, était aussi la perspective d'une rééducation par le travail, reformer l'homme sur de nouvelles bases, dans la perspective de la création d'un homme nouveau dans une société nouvelle. Pour les dirigeants soviétiques, dans la droite ligne de la conception marxiste-léniniste sur la nature humaine, le crime est le résultat d'un contexte socio-historique, ainsi que d'un cadre économique. La nature humaine, celle d'un être profondément social qui a évolué pour être profondément interdépendant de ses semblables, non seulement dans sa survie, dans la construction d'abris et d'outils, mais aussi dans la construction et l'évolution de sa psyché, et peut s'adapter à des environnements différents, à un nouveau schéma d'habitude, lui permettant de s'adapter à un nouvel ordre social, comme par exemple le passage d'un ordre violent
individualiste, encouragé par la misère et la reproduction de ses comportements chez les autres vers un ordre plus vivable, où la coopération avec ses proches est la clé d'une vie sans famine, avec plus de confort, plus d'épanouissement. Ainsi, le but de la punition était de protéger la société et de donner un nouvel environnement favorisant le changement pour la réinsertion totale des prisonniers dans cette dernière. C'est là la différence principale avec la simple prison. Sous le tsarisme, les prisons étaient inefficaces, tout comme elles le sont de nos jours. En effet, on ne fait qu'isoler des criminels, sans les éduquer sur leurs fautes, sans les mettre au service de la société. De la sorte, il n'y a rien à attendre d'un tel système carcéral qui n'empêche pas la récidive et qui prend tant de moyens à la société. Les réactionnaires pensent qu'il faudrait rétablir la peine de mort, parce que les prisonniers nous coûtent cher et que le passage en prison n'empêche pas la récidive. Le marxisme envisage la question sous un nouvel angle. L'homme peut être rééduqué. Il a le droit à la dignité et a le devoir de servir la société pour régler ses torts. On peut aussi voir les différences évidentes avec les projets de réinsertion de certains parmi les bourgeois les plus à gauche, qui, dans un idéalisme profond, pensent qu'une tape sur les doigts et un cours de vie en société suffira à réveiller la nature intrinsèquement bonne, d'après eux, de l'homme, et cela même si le monde dans lequel on les libère encourage un retour aux mauvaises habitudes. Comment changer ces hommes alors ? Utiliser la science pédagogique et médicale de l'époque, éduquer, convaincre et faire travailler. Le travail était alors perçu non seulement comme un outil économique, mais comme un moyen de socialisation, de mettre à contribution ce que la justice soviétique appelait les éléments antisociaux. En cela, le système pénal soviétique était considéré à son époque comme un des plus progressistes du monde. Une information passée sous silence par les historiens antisoviétiques qui ne voient souvent pas de mal à l'existence continue des bagnes français jusqu'en 1953, où la visée était simplement d'y tuer les hommes à la tâche. Bien sûr, le goulag était loin d'être une promenade de santé. En revanche, celui-ci permettait à ceux qui pouvaient s'adapter d'avoir une seconde chance. Les amnisties étaient également monnaie courante. Entre 1934 et 1953, entre 150 000 et 500 000 personnes étaient relâchées chaque année, soit entre 20 et 40% des détenus. Entre juillet 1941 et juillet 1944, une amnistie de masse eut également lieu et 975 000 prisonniers étaient sortis du goulag pour contribuer à l'effort de guerre. La condamnation au goulag n'est alors nullement la peine de mort, et en fait, passer dans ces camps ne signifiait pas non plus un isolement total vis-à-vis du reste de la société. Reconnaissant que, dans la période de transition du socialisme, la motivation économique doit être maintenue pour l'individu, les autorités soviétiques prévoient que le prisonnier doit recevoir pratiquement le même salaire que l'homme libre, en tenant compte du coût de son entretien. Il n'est pas un paria, mais une partie de la force de travail de la nation. S'il est membre d'un syndicat, il ne perd pas ce lien lorsqu'il est envoyé en prison. En fait, le prisonnier qui montre par son industrie et sa conduite qu'il fait partie de la grande masse des travailleurs libres peut être envoyé de la prison pendant les étapes ultérieures de sa peine pour travailler dans une usine. Plusieurs activités culturelles et éducatives étaient également disponibles dans ces camps. Il était effectivement fréquent d'y trouver des journaux produits par et pour les habitants du camp, des affiches, des feuillets d'information, des contributions culturelles, artistiques. D'autre part, il y avait également des formations professionnelles, des groupes de théâtre, des projections de films, des lectures collectives et même des conférences politiques. L'État soviétique lui-même levait des fonds pour de telles activités. C'est ce genre de choses qu'on pouvait par exemple trouver dans le camp de Karlag au Kazakhstan. Cette volonté de réforme des éléments antisociaux est corroborée par le rapport à Staline de 1948 de Sergei Kruglov, ministre soviétique de l'Intérieur. L'une des tâches sérieuses devant le goulag est la rééducation des prisonniers, pour laquelle un travail politico-éducatif est effectué dans les camps et les colonies. Cet objectif est aussi corroboré par les films et productions culturelles d'État, qui croyaient véritablement en cette possibilité de rééducation. Dans les années 1930, par exemple, un film très populaire intitulé « Prisonnier » décrit la rééducation rapide dans le camp de construction du canal de la mer Baltique à la mer Blanche,
de criminels et de prisonniers politiques, transformés en participation active à la construction du socialisme. La construction du canal de la mer Blanche devait être le symbole d'un système basé sur la rééducation juste et équitable, permettant une seconde chance à tous les prisonniers, pouvant devenir des citoyens comme les autres. À l'issue du projet, 300 prisonniers ont reçu des bourses, 12 000 ont été libérés et 59 000 ont vu leur peine réduite. Tel était le cours normal de la justice ouvrière en URSS. Comme nous l'avons dit, le développement des goulags accompagne historiquement et idéologiquement la collectivisation. Il est nécessaire de s'attarder sur la question des koulaks, les propriétaires terriens, dont certains passeront par le système carcéral après avoir résisté férocement à ce mouvement de transition vers le socialisme. Selon les chiffres soviétiques, le nombre total des familles koulaks ne dépassait pas 3 à 5% dans les régions céréalières et 2 à 3% dans les régions non céréalières. Ces familles étaient catégorisées selon plusieurs critères, et la manière de procéder à cette dékoulakisation changeait d'une catégorie à l'autre. La catégorie 1 comprenait les contre-révolutionnaires actifs, ceux qui, pour ne pas laisser leurs fermes et terres aux paysans pauvres, préféraient y mettre le feu, tuer les bêtes et parfois même prendre les armes contre les fermes collectives ou le gouvernement socialiste. La OGPU, police politique, devait déterminer si un koulak appartenait à cette catégorie. Les chiffres parlent d'un grand maximum de 63 000 familles pour toute l'URSS. Leurs moyens de production et leurs propriétés personnelles devaient être confisqués. Les chefs de famille seraient condamnés à la prison ou enfermés dans un camp. Les organisateurs d'actes terroristes, de démonstrations contre-révolutionnaires et de formations insurrectionnelles pouvaient être condamnés à mort. Les membres de leur famille devaient être exilés, comme les personnes de la catégorie 2. La catégorie 2 englobait les autres koulaks politiquement actifs, surtout les koulaks les plus riches et les anciens propriétaires fonciers. Cette catégorie manifestait une moindre opposition active à l'État soviétique, mais était constituée d'archi-exploiteurs, et ils soutenaient naturellement la contre-révolution. Les listes de ceux inclus dans cette catégorie devaient être préparées par le soviet du district et approuvées par l'okrug, sur la base de décisions prises par les assemblées de fermiers collectifs ou de groupes de paysans pauvres et d'ouvriers agricoles. Leur nombre pour l'ensemble de l'URSS était fixé à 150 000 familles. La majeure partie des moyens de production et une partie de leurs propriétés privées devaient être confisquées. Ils gardaient aussi une quantité de nourriture et une somme pouvant atteindre 500 roubles. Ils devaient être exilés en Sibérie, au Kazakhstan, dans l'Oural. Dans la catégorie 3 se trouvait la majorité des koulaks qui pouvaient être ralliés au pouvoir soviétique. Cette catégorie comptait entre 396 000 et 852 000 familles. Une partie seulement de leurs moyens de production était confisquée et on les réinstallait sur des terres vierges du district. Il n'est alors pas difficile de conclure qu'avec ces chiffres, les histoires d'incarcération massive des koulaks dans l'administration goulag, ou encore même d'après certains un véritable génocide de classe, ne sont encore une fois que des racontards, dans ce cas-ci si extrêmes que peu d'historiens charlatans, même parmi les plus malhonnêtes et anticommunistes, n'ont osé mettre ces thèses trop en avant. La construction du socialisme n'est pas un long fleuve tranquille. Au-delà de la répression, de la lutte intérieure et extérieure, des luttes de ligne sont observables dans tout nouveau régime. Lutte entre la nécessité de continuer l'édification d'une société nouvelle et la volonté de faire un pas en arrière, de revenir à l'ancien monde. C'est la lutte que la ligne de gauche du Parti communiste de l'URSS a commencé à perdre, et qu'elle perd définitivement en 1953, à la mort de Staline. Privée de son principal dirigeant, la ligne de gauche perd pied au sein du parti et laisse le champ libre à ce qu'on appellera plus tard les révisionnistes modernes, dont la tête de file était Nikita Khrouchtchev. Son rétablissement de l'économie de marché au sein du régime soviétique s'est accompagné de développement de lignes politiques contraires au marxisme et contraires à l'application de celui-ci en Union soviétique. En balayant les politiques socialistes profondes au sein du régime, la bureaucratie finalement triomphante a également changé la conception léniniste du système carcéral.
Sous couvert de déstalinisation, rejetant hypocritement toutes les erreurs du gouvernement soviétique sur la personne de Staline, et le recouvrant ainsi de multiples calomnies, les droitiers du parti attaquèrent l'administration goulag. La vaste amnistie de Khrouchtchev libéra 1 million de prisonniers. Cette amnistie en masse, alors qu'une nouvelle génération de prisonniers plus coriaces, car plus farouchement anticommunistes, existait et gagnait en influence au sein des camps, provoqua une large vague de criminalité que la société soviétique eut beaucoup de mal à gérer, déjà occupée de nombreux mouvements contestataires internes contre le nouveau leadership. Les prisonniers amnistiés, qui étaient de simples criminels, peinaient à trouver de l'emploi et étaient bien souvent forcés de vivre dans la semi-légalité. Cette position menait à la recrudescence d'éléments en marge de la société, sombrant dans la violence et l'alcoolisme. Selon Yakovenko, ancien membre soviétique du ministère de l'Intérieur, la libération des prisonniers en si grand nombre a submergé nos chemins de fer et nos transports maritimes, nos gares et nos quais, ainsi que les grandes et petites villes, et a considérablement compliqué notre travail, entraînant une forte augmentation des crimes graves. À Stalingrad, par exemple, il était dangereux même de se promener dans la rue pendant la journée. Les milices étaient incapables de faire face à cette énorme vague de prisonniers qui avaient été libérés de tant de camps. Entre 1950 et 1956, le nombre de poursuites réussies dans toute l'URSS a explosé, passant de 71 907 à 196 558. Les condamnations pour d'autres crimes violents, tels que les coups et les agressions, ont également augmenté, passant de 74 696 en 1950 à 120 024 en 1956, tandis que les poursuites pour résistance à l'autorité sont passées de 3 123 en 1950 à 11 061 en 1956. Collectivement, la part de ces crimes par rapport à l'ensemble des condamnations en URSS a grimpé en flèche, passant de 8,6% en 1950 à 32% en 1956. Tout indique l'incapacité croissante de l'État à contenir les actes d'agression, notamment ceux commis dans les espaces publics sous l'emprise de l'alcool. La réponse à ce problème par l'État révisionniste était la militia, ou milice, sinistrement connue pour sa brutalité et sa violence souvent gratuite sur la population, exacerbant les tensions au sein de la société soviétique, tensions qui perdureront jusqu'à la chute de l'Union soviétique, changée en État policier. Plus tard suivront des mesures purement et simplement fascistes avec la psychiatrisation des adversaires politiques. Cette psychiatrisation essentialise le problème des contradictions au sein du peuple et parque les accusés dans le désormais vaste réseau d'hôpitaux psychiatriques soviétiques avec peu d'espoir de réinsertion. Les objectifs ne sont alors pas du tout les mêmes. Pendant la période socialiste de l'URSS, la priorité était mise sur le caractère malléable de l'homme, sa capacité à se réformer, à devenir un homme nouveau. Sous la dictature terroriste des traîtres à la Révolution, et en particulier sous Léonid Brejnev, l'enjeu sera de se débarrasser de tout élément gênant, par le biais de diagnostics flous et de rhétorique idéaliste. Cette suppression du système goulag n'était pas une volonté de réparer les torts dont le gouvernement révisionniste avait accusé les années Staline, comme l'indique le manque d'intérêt donné à la réintégration des prisonniers libérés à la société soviétique. Il ne s'agissait pas non plus d'un acte symbolique pour prouver la fin d'une répression totalitaire en URSS, Khrouchtchev étant en réalité à l'origine d'une recrudescence des activités de répression interne des autorités soviétiques contre sa population. Il s'agissait avant tout d'une attaque contre l'idéologie marxiste elle-même. Les révisionnistes, comme leur nom l'indique, tentant de réviser le marxisme, n'adhéraient ni aux méthodes ni aux conclusions des marxistes, et la réhabilitation par le travail, la conception de l'homme comme étant en grande partie le produit de son environnement socio-historique et économique, était bel et bien cette vision marxiste de la vision carcérale, jugée incorrecte, jugée en contradiction et trop coûteuse pour la nouvelle direction prise par l'URSS, celle du capitalisme, du social-impérialisme, un fascisme drapé de rouge. Dès lors, on peut se poser la question des conditions de vie pour les prisonniers dans ces camps.
Dans la vision que nous donne la bourgeoisie, on a l'idée d'un Auschwitz rouge, d'authentiques camps de la mort à la soviétique où la survie était loin d'être garantie. Nous pensons déjà avoir prouvé le contraire depuis le début de ce documentaire, mais nous nous penchons tout de même sur les fameux chiffres d'internement et de mortalité tant appréciés des morbides anticommunistes. Si on s'en tient aux chiffres de Robert Conquest, apprécié de ces derniers, falsificateur historique qui aura été critiqué pour sa malhonnêteté autant par ses collaborateurs anticommunistes que par des experts russes ayant eu accès aux archives soviétiques, nous aurions 5 millions d'internés dans le goulag début 1934, plus 7 millions d'arrêtés pendant les purges de 1937-1938, ce qui fait donc 12 millions. Il faudrait ensuite, d'après lui, en déduire 1 million d'exécutés et 2 millions de morts de causes diverses pendant ces 2 années. Cela fait exactement 9 millions de détenus politiques en 1939, sans compter les droits communs. Mettons donc ces nombres face au travail colossal et plus sérieux de John Archibald Getty, historien britannique libéral qui s'est beaucoup penché sur la période stalinienne de l'URSS et en particulier son fonctionnement pénal avant, pendant et après les grandes purges. Dans son article « Les victimes du système pénal soviétique dans les années d'avant-guerre », une première approche sur la base de preuves d'archives, coécrit avec Gabor Rittersporn et Viktor Ziemskov, ainsi que dans ses contributions dans la Revue d'histoire américaine, on a accès à une nouvelle vision des conditions de vie du goulag. Les pics de mortalité au goulag ne dépassaient que très rarement les 5%. Les seules exceptions se retrouvent en 1933, fin de la terrible période de famine en Union soviétique que nous avions déjà abordée dans une vidéo précédente sur l'Holodomor, ainsi que pendant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la guerre contre le fascisme allemand, la bonne gestion et l'approvisionnement des camps de travail étaient bien plus difficiles, ce qui permit naturellement l'apparition plus propice à des épidémies et des famines qui ne purent être résolues à cause de l'agression hitlérienne. En 1942, le taux de mortalité approchait dramatiquement les 25%, mais ce dernier allait descendre en chute libre une fois que la Wehrmacht fut repoussée en 1944 et descendit jusqu'à 0,67% à la mort de Staline en 1953. Selon Barnes, 1,6 million de détenus seraient morts dans l'administration goulag. Comme nous pouvons le voir, l'objectif de cette administration n'était pas de massacrer les opposants politiques dans des camps de la mort. Les chiffres sont têtus. Parler d'un Auschwitz soviétique est donc erroné et anti-historique. Quant aux conditions de vie dans l'administration goulag, elles varient énormément selon les types de camps et selon les emplacements géographiques. Les colonies de travail étaient en général des espaces bien plus ouverts et moins surveillés que les camps de travail, et les déplacements étaient bien plus libres. Le travail se faisait généralement dans des usines ou des zones agricoles aux côtés de la population, et peu de choses distinguaient les prisonniers des travailleurs déjà sur place. En 1940, on comptait 53 camps de travail, pour 425 colonies de travail, et le transfert d'un camp vers ces colonies était fréquent, surtout dans les cas de bonne conduite. L'Union soviétique comptait aussi des centres de détention provisoires, où on plaçait les principaux suspects d'enquête, mais où le travail était interdit. Nous l'avions déjà dit précédemment, les prisonniers bénéficiaient d'un salaire, ajusté à leur capacité de travail et leurs besoins. Ce salaire correspondait grosso modo à 50 ou 70% d'un salaire d'un citoyen soviétique normal. Pendant la guerre, le salaire des prisonniers fut en revanche levé au même niveau que celui des autres travailleurs, bien que la libération de prisonniers incarcérés pour les crimes les plus graves, de droit commun ou politique, fut bloquée en raison des circonstances. Des récompenses monétaires furent également généralisées à l'ensemble de l'administration dès 1950. La plupart des koulaks exilés se retrouvaient d'ailleurs dans ces colonies de travail, et majoritairement sur les zones agricoles. D'exploiteurs de paysans, les koulaks passaient au travail de concert avec ces derniers. Les conditions de travail n'étaient d'ailleurs pas les mêmes selon les types de détenus. Les détenus aux courtes peines, par exemple, ou encore les femmes, les mineurs, les personnes âgées, les handicapés, travaillaient dans des secteurs spécifiques, relevant de l'industrie légère, de l'agriculture, de petits et moyens ateliers, couture, menuiserie, forge, etc., le travail du bois.
La situation différait également entre prisonniers de droit commun et prisonniers décrétés contre-révolutionnaires. Hors période de guerre mondiale, le pourcentage de contre-révolutionnaires dans l'administration goulag était inférieur à celui des prisonniers de droit commun, même lors de la période des grandes purges. Exception faite de la période de la Grande Guerre patriotique et au sortir de celle-ci, où les cas de collaboration, de sabotage et de traîtrise étaient plus nombreux. Naturellement, dans la logique du système carcéral soviétique, les prisonniers contre-révolutionnaires subissaient une pression plus grande que pour les prisonniers de droit commun, notamment une relation souvent conflictuelle avec les gardiens. Les rapports du NKVD sont éloquents sur le traitement de ces prisonniers. Ceux-ci étaient généralement placés loin des habitations civiles et étroitement surveillés. En revanche, comme tous les autres prisonniers, ils se voyaient recevoir un salaire équivalent, ainsi que des conditions d'emprisonnement semblables, malgré la surveillance supplémentaire. Selon Getty, dans ces prisons d'isolement politique, les détenus avaient la possibilité de s'associer étroitement les uns aux autres, de discuter de toutes les questions politiques qui se posaient dans le pays et d'entretenir des relations avec les personnes à l'extérieur. Les condamnés avaient le droit d'utiliser sans restriction la littérature, le papier et les instruments d'écriture, de recevoir un nombre illimité de lettres et de télégrammes, d'acquérir leurs propres effets personnels et de les garder dans leurs cellules, et de recevoir, avec leur ration officielle, des colis de l'extérieur en nombre illimité et contenant tout type de marchandises. Nous prendrons un temps pour discuter plus en profondeur des chiffres de l'escroc Robert Conquest. Lorsque l'URSS a éclaté, les historiens soviétiques Ziemskov et Dugin ont publié des statistiques inédites du goulag, provenant de l'ouverture temporaire de certaines archives avant que le pouvoir russe n'en renferme la plupart. Elles contiennent les arrivées et les départs, consignés jusqu'au dernier homme. Conséquence inattendue, ces livres de comptes ont permis d'arracher à Conquest son masque scientifique. En 1934, Conquest a compté 5 millions d'internés politiques. En fait, d'après les informations alors nouvellement disponibles, ils étaient entre 127 000 et 170 000. Le nombre exact de tous les détenus dans les camps de travail, politiques et droit commun confondus, était de 510 307. Sur l'ensemble des détenus, il n'y avait qu'entre 25 et 33% de politiques. Aux 150 000 détenus, Conquest en a rajouté 4 850 000. Un détail sûrement. Annuellement, Conquest a dénombré en moyenne 8 millions de détenus dans les camps. Et Medvedev, un autre historien malhonnête, 12 à 13 millions. En réalité, le nombre de détenus politiques a oscillé entre un minimum de 127 000 en 1934 et un maximum de 500 000 pendant les 2 années de guerre, 1941 et 1942. Les chiffres réels ont donc été multipliés par 16 à 26. Là où se trouvaient en moyenne entre 236 000 et 315 000 détenus politiques, Conquest en a inventé 7 700 000 en plus. Erreur statistique marginale, bien sûr, puisque dans nos livres d'école, dans nos journaux, nous ne trouvons pas le chiffre réel de 272 000, mais la calomnie des 8 millions. Conquest l'escroc prétend qu'en 1937-1938, pendant la Grande Purge, les camps ont été gonflés de 7 millions de politiques, et qu'il y eut, outre 1 million d'exécutions, 2 millions de morts. En fait, de 1936 à 1939, le nombre de détenus dans les camps a augmenté de 477 789 personnes, passant de 839 406 à 1 317 195. À un facteur de falsification de 14. En 2 ans, les décès se sont chiffrés à 115 922, et non pas à 2 millions. Là où 116 000 personnes sont décédées pour diverses causes, Conquest rajoute 1 884 000 victimes du stalinisme. Selon Conquest, entre 1939 et 1953, il y eut dans les camps de travail 10% de décès par an, au total 12 millions de victimes du stalinisme. Une moyenne de 855 000 morts par an. En réalité, le chiffre réel, en temps ordinaire, était de 49 000. Conquest a inventé un surplus de 806 000 morts par an. Pendant les 4 années de la guerre, quand la barbarie nazie a imposé des conditions insupportables à tous les soviétiques,
la moyenne des décès était de 194 000. Ainsi, en 4 ans, les nazis ont causé un surplus de 580 000 décès mis sur le dos de Staline. Nicolas Wers, qui dénonce les falsifications de Conquest, s'efforce quand même de maintenir autant que possible le mythe des crimes staliniens, étant lui-même un des grands spécialistes de l'anticommunisme international. En 14 ans, 1934-1947, 1 million de décès furent enregistrés dans les seuls camps de travail. Ainsi, Wers, lui aussi, met les 580 000 morts supplémentaires dus aux nazis sur le compte du socialisme. Une fois ces informations assimilées, une conclusion plus nuancée de ce que fut le goulag devient possible. Mais un problème subsiste. Que faire du récit de Alexandre Solzhenitsyn, le survivant du goulag? En effet, qui de mieux qu'un homme qui aurait réellement vécu la réalité du système pénal pour parler du goulag? Sur ce récit qui a tant marqué les consciences à sa sortie et qui continue à conditionner l'image hégémonique du système pénal soviétique en Occident, il nous faut être implacables. Solzhenitsyn et son archipel du goulag ne sont pas des sources sérieuses pour parler du goulag. Cette conclusion est tirée par la femme de l'auteur lui-même, comme on peut le voir dans un article de New York Times publié à la mort de l'auteur en 2008. Dans ses mémoires de 1974, Sania écrit qu'elle était perplexe que l'Occident ait accepté l'archipel du goulag comme la vérité solennelle et ultime, affirmant que son importance avait été surestimée et mal évaluée. Faisant remarquer que le sous-titre du livre est « Une expérience de recherche littéraire », elle a déclaré que son mari ne considérait pas l'ouvrage comme une recherche historique ou scientifique. Elle a affirmé qu'il s'agissait plutôt d'un recueil de folklore de camp, contenant une matière première que son mari prévoyait d'utiliser dans ses futures productions. Dans ses descriptions du goulag, il n'hésite pas à gonfler absurdement les chiffres et à multiplier les contradictions pour servir son discours. Considérer l'archipel du goulag comme une source historique crédible sur la réalité de l'administration goulag n'est plus possible face aux nouvelles informations que l'ouverture des archives soviétiques a pu apporter. C'est un fait que même les historiens anticommunistes reconnaissent, à l'instar de Worscroft, qui le tenait simplement pour une œuvre littéraire et politique, qui n'a jamais prétendu placer les camps dans une perspective quantitative historique ou socio-scientifique. L'historien Getty a écrit à propos de la méthodologie de Solzhenitsyn qu'une telle documentation est méthodiquement inacceptable dans d'autres domaines de l'histoire. Gabor Rittersporn, chercheur au CNRS, spécialiste des pays d'Europe de l'Est et d'ex-URSS, a partagé la critique de Getty, affirmant qu'il a tendance à donner la priorité aux vagues réminiscences et au oui-dire et conduit inévitablement à un parti pris sélectif. On ne peut baser une vue d'ensemble sur un phénomène aussi vaste que le système carcéral soviétique sur un texte littéraire à charge, basé lui-même sur des approximations, du folklore de prisonniers ou des rumeurs. Les nouvelles recherches que nous avons énoncées plus haut remettent en cause les chiffres qu'avançait Solzhenitsyn, qui diabolisait volontairement le système soviétique afin de le défier. La place des prisonniers politiques, la proportion de la population à avoir été envoyée effectivement au goulag, les durées de peine, tout ce qui est contenu dans les archives soviétiques revoit les estimations réactionnaires de Solzhenitsyn à la baisse. L'image qu'il donne du goulag est celle d'une administration foncièrement dirigée contre les ennemis politiques, condamnée à pourrir pour toujours au fin fond de la Sibérie sans espoir de réhabilitation et de retour. Nous avons déjà montré en quoi cette vision était fausse et combien la réhabilitation était l'objectif principal de l'Union soviétique dans ce domaine. Cependant, l'environnement anticommuniste de plus en plus croissant de l'époque, favorisé par la liquidation politique de l'URSS initiée par Khrouchtchev et son rapport secret salissant la mémoire de Staline, ainsi que par les encouragements bienveillants de toute la bourgeoisie occidentale, permirent malgré tout à ce prophète de faire de cette vision de l'URSS la seule acceptée aujourd'hui, et ce, en dépit de tous ses défauts et mensonges. L'engagement politique de Solzhenitsyn est en lui-même une charge contre l'auteur. Solzhenitsyn était un grand nostalgique du tsarisme, ainsi qu'un antisémite et un nationaliste notoire. Au vu de ses positions,
il n'est guère étonnant qu'il fût identifié par l'État soviétique comme un réactionnaire notoire qu'il a traité comme il convient. Ses fortes positions conservatrices ont fait de lui un cheval de bataille de choix pour l'impérialisme. Au Vietnam, il condamna l'armistice signé avec le Viet Minh, favorable à la continuation de la guerre d'agression américaine. Lors de la révolution des œillets au Portugal, qui a chassé le régime fasciste mis en place par Salazar, Solzhenitsyn appelait à l'intervention américaine, de peur que le pays rejoigne le pacte de Varsovie. En Espagne, il a applaudi Franco, louant son conservatisme et sa protection du christianisme, quand bien même celui-ci fut le chef d'un État fasciste brutal et terroriste. En clair, Solzhenitsyn ne peut être considéré comme une source sérieuse sur ce que put être l'État soviétique, ainsi que son système carcéral. Au même titre que George Orwell, il est à classer au rang des intellectuels réactionnaires, repris et relayés intensément par la propagande impérialiste, qui les ont élevés au rang de saints intouchables, champions de la liberté face au totalitarisme. Ces quelques vérités sur l'auteur ne sont pas un secret gardé de quelques-uns. Des recherches, même de surface, révèlent cela. Solzhenitsyn, bel et bien à l'origine de sa fiction folklorique, bien que n'ayant jamais objecté lorsqu'on utilisait son travail comme des sources historiques, n'est pas le principal instigateur de cette falsification. Les véritables coupables sont ceux qui ont instrumentalisé de tels écrits, qui en ont fait une lecture indispensable. Avides de preuves pour appuyer leurs fantasmes, leurs malhonnêtes insultes, pour nourrir la propagande de la guerre froide à la fois contre l'Union soviétique social-impérialiste et l'idée même du communisme dans le reste du monde, soit-il chinois, cubain ou autre, en sont venus à utiliser des fictions dans ce but. En soi, l'archipel du Goulag cristallise parfaitement la méthodologie habituelle des propagandistes anticommunistes, effectuant une collection d'incidents, de racontards, de rumeurs et de légendes, parfois de véritables crimes, soient-ils habituels, volontairement institutionnalisés ou simplement le fruit d'abus de gardiens de justice. Et utilisant cette avalanche de dites preuves, naît alors le terreau fertile pour une interprétation personnelle, gratuite, que l'on nous guide avec bienveillance à partager avec eux. Le Goulag était un camp de concentration. Pourquoi ? Écoute donc cette histoire sur tel prisonnier qui aurait vécu tel abus. Le Goulag était en famine constante. Une preuve ? Voilà un témoignage. La date n'est pas importante. De telles arnaques sont légion tout au long de l'histoire humaine. Mais nous parlons là d'années qui ne sont pas si lointaines que ça. Et non pas, par exemple, de l'incendie du Reichstag, effectué par les nazis pour justifier l'enterrement définitif de la démocratie bourgeoise en Allemagne, au nom de la lutte contre les anarchistes et les communistes. Aujourd'hui même, nous ne sommes pas toujours à l'abri de telles machinations, comme le prouve la survivance du mythe du Goulag comme un abattoir soviétique, ou même comme un enfer carcéral visant à faire disparaître le moindre opposant, la survivance du mythe de Solzhenitsyn et de son ridicule ouvrage. Nous jugeons intéressant, avant de continuer notre exposé, de s'attarder sur les prisons des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Pays des libertés et de la démocratie, dit-on. Non pas dans le but d'accuser un tel ou un tel de faire pire, mais bien de souligner la différence idéologique, le but totalement autre, du système carcéral soviétique et de celui d'un pays que beaucoup révèrent comme le summum du monde libre. Au-delà du nombre exorbitant de la population carcérale américaine, à raison de 686 prisonniers pour 100 000 habitants, les conditions de vie et les objectifs du système carcéral américain sont pour nous bien plus criminels. A contrario de l'Union soviétique, qui voyait le travail carcéral comme un outil de réinsertion par la production, les États-Unis ont toujours considéré les prisons comme une pure extension économique de leur système. La prison est un marché juteux pour les capitalistes américains. Main-d'œuvre peu coûteuse et contrainte par la peine, les prisonniers sont un atout de choix. Une des extensions les plus odieuses du système carcéral américain est la prison-industrie, ou firme correctionnelle. 5000 de ces firmes existent aux États-Unis et nouent des liens étroits avec la direction politique des États où elles sont implantées. Dans ce cadre, les prisonniers sont saignés par de multiples entreprises privées, profitant de leur situation extrêmement précaire. Cela va des entreprises de surveillance aux firmes pharmaceutiques, en passant par la construction et même la restauration.
Le secteur de la téléphonie par exemple se paie des avantages juteux sur les appels des prisonniers à leurs proches, les facturant davantage, et se faisant un bénéfice de plus d'1 milliard de dollars chaque année sur le dos des prisonniers. 20% des prisonniers travaillent, et pourtant les chances de réhabilitation sont très faibles. Le but n'est pas de faire des criminels des hommes meilleurs et mieux insérés dans la société. Le but est de se repaître de leur force de travail au maximum, et ce, même dans les pires conditions. Le système carcéral américain avait déjà été attaqué à de multiples reprises par Amnesty International ou Human Rights Watch pour ses atteintes aux droits humains. Dans les prisons américaines, l'isolement, les viols, les punitions humiliantes font partie du décor, là où ces abus étaient combattus en Union soviétique. Le but est de briser par tous les moyens ceux considérés comme des criminels, bien que les crimes violents ne soient plus la majorité des causes d'emprisonnement outre-Atlantique. L'environnement des prisons américaines ne tient majoritairement que sur la punition, et donc la violence institutionnelle pure et simple. Il paraît alors bien improbable d'espérer une quelconque amélioration dans le comportement futur des prisonniers à leur libération, passant d'un contexte violent et hostile à un autre. Notons par ailleurs la surreprésentation des populations les plus opprimées dans ce système. Les prisons américaines deviennent un passage quasiment obligé pour les jeunes noirs les plus pauvres, qui composent 54% du total des prisonniers, rejoints par les natifs américains, les latinos, les hawaïens, etc. Là où la majorité du personnel des prisons est blanche, 89,2%. Ces minorités sont davantage touchées à cause de la prolifération des drogues dans les quartiers, facilitée par les pouvoirs publics qui y voient un anesthésiant, ou la pauvreté endémique qui pousse aux pires extrémités. Il y a aujourd'hui 2,3 millions de prisonniers sur tout le territoire, et dans des États comme le Colorado par exemple, ce nombre tend à augmenter un peu plus chaque année. En découlent des problèmes logiques sur les conditions de vie, des prisons surpeuplées sont propices au développement d'épidémies, à la non-prise en charge en général de la santé des détenus, des problèmes de santé mentale, etc., qui sont des problèmes dans tous les pays qui appliquent un modèle strictement punitif, comme on peut aussi le voir en France, avec la multiplication des suicides de détenus, la détérioration générale de la vie quotidienne, ou même la situation de marginalisation criminelle pendant le plus fort de la crise du Covid-19. Aux États-Unis comme en Union soviétique, mais aussi comme en France, un système carcéral n'est que l'expression ultime des intentions finales d'une classe dirigeante sur la société. En Amérique, la bourgeoisie aspire au profit en toutes circonstances par l'exploitation la plus crasse et la plus indigne. Au lieu d'un accompagnement pour les personnes droguées, au lieu d'actions concrètes pour améliorer la vie des populations les plus touchées par la criminalité, la bourgeoisie va suivre naturellement ses intérêts de classe, quitte à se salir les mains, sur le sang et la sueur du prolétariat américain et immigré. L'objectif des communistes est de transformer le monde, la société et les hommes. Cette transformation ne s'opère pas seulement par la révolution, par le changement concret des conditions matérielles dans lesquelles nous nous trouvons, mais aussi par l'éducation et l'élévation culturelle collective des individus. L'élaboration et l'approfondissement d'états d'esprit, de mentalité, produit et développé par la société socialiste. La question des prisons s'inscrit elle aussi dans cette problématique. La prison sous le système féodal, mais aussi capitaliste, a pour fonction centrale de punir les individus ayant commis des actes allant à l'encontre des valeurs de ces sociétés. Punir, mais aussi éloigner. Un trop grand nombre de criminels, véritables ou seulement aux yeux de la loi en place, en particulier parmi les masses populaires, nous le savons, est un facteur d'instabilité, de mécontentement, qui met à mal la santé du système de classe qui régit ces sociétés. Cette punition passe par une privation de liberté autrement considérée comme des droits humains, par une isolation souvent excessive ou mal articulée, par un esclavagisme, comme nous l'avons vu avec l'exemple américain, ou au contraire par un retrait total de toute participation au monde qui les entoure. Et cela parce que dans une société de classe, la prison est une prison de classe. Il suffit de s'intéresser aux origines sociales de la grande, très grande majorité des détenus pour que se pose cette question. Pourquoi la plupart de ceux-ci semblent bel et bien venir des strates les plus défavorisées du prolétariat ?
Lorsque, événement si rare étant donné le copinage de la justice avec leur maître, un bourgeois est condamné, il sera détenu dans une maison d'arrêt spéciale avec des conditions bien plus souples qu'un prolétaire, parfois même à domicile. Début de réponse oui, mais pas seulement. La question de l'origine de la criminalité est au centre de la problématique. Quand certains préfèrent se voiler la face en parlant de nature humaine, de communautés plus criminogènes que d'autres, d'ensauvagement de la société ou même de décréter certains individus comme naturellement mauvais, nous préférons des explications plus sérieuses, moins simplistes évidemment, comme celle du lien évident entre crime et pauvreté, entre crime et éducation, crime et intégration. Il n'y a nul besoin d'être un grand penseur pour arriver à la conclusion qu'avec des quartiers populaires où le seuil de pauvreté est bien souvent très familier à ses habitants, où la fameuse République ne s'intéresse à ces territoires qu'à l'occasion des élections, préférant abandonner et laisser se délabrer les infrastructures, les routes, locaux et écoles, où on empile immigrés et leurs descendants, français de nombreuses générations mais trop pauvres pour être considérés, dans une spirale infernale qui rappellerait presque certains ghettos américains, héritiers démographiques de l'urbanisme et de la ségrégation, qu'avec ces conditions, il ne soit pas surprenant qu'il soit bien facile, attrayant même, de se tourner vers la criminalité, qu'elle soit occasionnelle ou même organisée. Nous n'excusons pas les criminels, soyons clairs. Ces gens-là vivent sur le dos de leurs voisins. Ce sont des traîtres à leur classe, et se transforment ou se sont transformés depuis bien longtemps en un loubème prolétariat. Une classe d'individus séparés de la production, qui ne vit que par le racket, le trafic, les agressions et les magouilles. Notre propos est simplement de montrer du doigt les racines du problème, comme bien souvent la société de classe. La prison est également une arme de terreur contre ceux qui osent se révolter, n'hésitant pas à embastiller pendant plusieurs décennies des prisonniers révolutionnaires. Et à ce titre, nous ne pouvons nous empêcher d'évoquer Georges Ibrahim Abdallah, incarcéré depuis bientôt 40 ans, et ses voisins de cellule, indépendantistes corses et basques. N'oublions pas non plus les 2282 peines de prison ferme ou avec sursis pour les gilets jaunes, dont le profil était celui de personnes n'ayant souvent aucun casier judiciaire jusqu'au jour de leur arrestation. Ose donc te lever contre le système, sortir des parcours de manifestation décidés bien gentiment par les autorités, proposer plus que quelques slogans et pancartes, et tu auras affaire à la menace de la prison. C'est un fait, le système carcéral en vigueur dans le monde est un échec total à l'image du capitalisme qui l'a enfanté. En France, 11% des prisonniers ont récidivé après leur séjour en prison. Certains détenus sont enfermés à 4, voire à 5 dans des cellules ne dépassant pas les 9 mètres carrés. Une bonne partie de ces derniers sont enfermés de manière préventive avant même d'avoir été jugés. À ces chiffres, nous pouvons également ajouter que le taux de suicide est 7 fois supérieur à celui de la population en général. Il ne faut donc pas se leurrer si les prisons sont toujours autant sujets à la surpopulation et la récidive, lorsqu'on les parque dans des conditions encourageant plus encore de tels comportements, et lorsqu'une fois relâchés, c'est dans le même monde, les mêmes quartiers qui ont donné naissance à leurs activités antisociales qu'ils doivent retourner. La solution face à la récidive, à la surpopulation carcérale, ne se trouve ni dans le rallongement des peines, le durcissement de la loi, la peine de mort ou encore dans la réinsertion si chère aux idéalistes bourgeois. Non, le capitalisme ne possède encore une fois aucune clé pour régler les problèmes qu'il produit. Nous devons changer la société, réduire la pauvreté à néant, détruire le système de classe, collectiviser les moyens de production, développer nos territoires en conséquence, et c'est ainsi que nous créerons les conditions matérielles nécessaires, accompagnées d'une logique pénitentiaire adaptée à une véritable réhabilitation. Les communistes doivent donc présenter une alternative à la prison capitaliste et féodale, un moyen de transformer les individus ayant enfreint les lois de la nouvelle société. Comme nous l'avons déjà évoqué, les contradictions du capitalisme et de la société de classe seront combattues et s'effaceront graduellement sous le socialisme. Cela dit, cela n'effacera pas la criminalité. Ce serait là simplifier autrement la question du crime. Ainsi, afin de combattre la criminalité, nous, marxistes en accord avec ce qui a été pratiqué dans les États socialistes au cours de l'histoire, nous souhaitons mettre en avant la transformation de l'individu et ce, par le travail.
Nous rejetons fermement le fait d'enfermer dans quelques mètres carrés pendant des années des individus. Nous souhaitons au contraire les mettre au service de la société, en leur conférant un statut, des droits et en leur donnant un rôle défini dans le développement du socialisme. Ce travail s'accompagne d'une transformation humaine, de l'éducation de ces individus dans l'objectif de les réinsérer dans la société socialiste. Vous l'aurez compris, nous considérons le goulag, dans sa visée au moins, comme une avancée sérieuse dans cette direction. Toutefois, nous avons conscience que cette politique a des limites. En effet, elle est applicable à la majeure partie des condamnés, mais pas à tous. Les criminels pathologiques, les individus rendus trop profondément antisociaux et autres, ne peuvent pas tous être réinsérés par le travail et l'éducation. En tout cas, pas aussi facilement que d'autres. Face à ces individus ayant commis des actes graves, souvent du fait de leur dysfonctionnement psychologique, la solution la plus envisageable serait de les placer dans des structures adaptées où ils suivraient un suivi psychologique. Nous devons nous arrêter ici à l'exercice de dresser le portrait de la prison socialiste de demain. Ce n'est pas le thème central de ce documentaire, et force est de constater que c'est par la recherche et l'expérimentation que nous pourrons en savoir plus. Mais il est important de garder en tête la différence principale entre la prison capitaliste et féodale et la prison socialiste. La première est issue d'une société et d'un jugement de classe et vise à punir des individus et ceux d'une manière scientifiquement inefficace. La seconde vise à transformer le prisonnier et à le réinsérer dans la société. À la lumière de ces informations, notre conclusion sur l'administration goulag est la suivante. Le système carcéral soviétique était loin d'être un réseau de camps d'extermination dissimulés. Il était aussi loin d'être un monde isolé du reste de la société socialiste où s'empilaient les artistes et les politiques opposants du régime soviétique, et on ne mourait pas au goulag par millions. En réalité, ayant été forgé en accord avec l'idéologie marxiste, le goulag a été le pionnier d'un type de justice nouveau, mettant l'exceptionnelle nature humaine comme un être social capable d'évoluer au premier plan, et a su le prouver en faisant de criminels de droit commun des serviteurs du peuple, les réhabilitant et les libérant avec un rythme bien plus appuyé et avec un taux de succès bien plus probant encore que de nombreux systèmes carcéraux modernes comme celui des États-Unis ou de la France. Même s'il ne s'agissait pas du rôle premier de cette administration, elle a permis de servir de complément à l'édification économique du socialisme, profitant à la majorité des masses soviétiques, dont les prisonniers faisaient bien partie. Pourtant, il serait malhonnête de prétendre que le système du goulag était parfait. Nous avons vu ces problèmes. En tant que communistes, il est de notre devoir d'être au clair avec notre passé et d'analyser ses erreurs afin de progresser nous-mêmes. C'est seulement de cette manière que nous pourrons mener la lutte acharnée vers le communisme. Le système carcéral soviétique a connu beaucoup de tares qui sont indéniables. Les abus de pouvoir des gardiens, la maltraitance des prisonniers dans certains camps, ainsi que les rudes conditions de travail et d'emprisonnement sont indéniables. Cependant, nous serions tout aussi malhonnêtes de déclarer ces cas comme des preuves d'un sadisme soviétique particulier et non comme des tares à combattre, et qui ont en effet été combattus à l'époque. Preuve qu'une amélioration du système goulag était nécessaire et non une suppression pure et simple de l'institution qui avait, nous le répétons, pour but de réintégrer les prisonniers à la société soviétique. Un point intéressant qui semble suggérer des intentions plus humanistes que ce que nous sommes en droit de conclure des logiques carcérales encore en activité aujourd'hui en Russie, aux États-Unis, en France, en Chine, en Allemagne et ailleurs. Il est important aussi de se souvenir qu'au vu du caractère inédit du nouvel État socialiste, l'URSS avançait à tâtons dans un espace que l'humanité n'avait jamais connu auparavant, celui du socialisme. Cela aura mené les soviétiques à traiter de nombreuses questions, comme celle des éléments de la contre-révolution, de manière trop mécaniste, expéditive, considérant ces derniers principalement comme des ingérences extérieures à la société, des intrusions idéologiques de l'extérieur, et non pas comme les artefacts encore bien vivants d'avant la Révolution, de la culture pré-socialiste toujours bien présente. En clair, la lutte qui caractérise profondément la phase socialiste. L'affrontement entre projets, fonctionnement et mentalité capitaliste, et fonctionnement et mentalité communiste. Là où
une compréhension plus dialectique aurait à notre sens mené à prioriser la rééducation des éléments antisociaux par la pédagogie révolutionnaire, lier ces éléments jadis nuisibles aux masses travailleuses pour les aider dans leur travail, pour apprendre à penser comme elles pensent, agir comme elles agiraient face à l'État socialiste. À considérer toute contradiction interne comme antagonique, on manque l'essentiel, et on ne voit pas la restauration capitaliste qui peut être menée par ceux qu'on considérait comme ses plus proches collaborateurs. On développe des contradictions tenaces et vives au sein des populations, des contradictions qui serviront à ces dits restaurateurs de base pour consolider leur emprise. Ce qui sera bel et bien réalisé en URSS à la fin des années 50. Apprendre et non renier, faire mieux et non abandonner. Voilà le chemin que nous devons suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à la commenter et à la partager. Merci et à bientôt.